européenne pour la future PAC opère une rupture profonde avec l'approche qui prévalait depuis 1962, année fondatrice de cette politique. Dégressivité des aides, baisse drastique des montants accordés aux États, fusion des deux piliers, effacement de la PAC dans un fonds unique. La politique agricole européenne s'apprête à connaître un bouleversement radical dont nous peinons encore à mesurer les conséquences. Dans ce contexte, les récents travaux de la Cour des comptes européenne se sont révélés particulièrement opportuns et bienvenus. Dans un avis publié le 9 février dernier, la Cour a en effet analysé en détail les principales caractéristiques de la nouvelle architecture juridique de la PAC, mis en évidence les risques inhérents à cette réforme et formulé plusieurs recommandations destinées à les juguler. Ce travail approfondi recoupe largement les premières analyses conduites par notre commission. Je pense notamment à la note d'actualité publiée qui a été diffusée la semaine dernière. Je ne sais pas si vous en avez été destinataire. Oui, et c'est tant mieux. Et vient hélas confirmer mes inquiétudes. C'est pourquoi, à l'heure où s'ouvrent à Bruxelles les négociations sur cette réforme, et en plein salon international de l'agriculture à Paris, il m'a paru particulièrement pertinent d'organiser une restitution des travaux de la Cour au sein de notre commission. Je remercie donc vivement Madame Iliana Ivanova, membre de la Cour et ancienne commissaire européenne, d'avoir accepté de venir partager les conclusions de cet avis pour nous éclairer sur les conséquences qu'aurait une telle réforme de la PAC. Je salue également Madame Vincenza Ferrucci, chef de tâche qui l'accompagne. Madame Ivanova, à l'aune de vos travaux, dans quelle mesure la proposition de la Commission s'agissant de la future PAC opère-t-elle une rupture par rapport aux réformes passées? Cette proposition s'inscrit-elle, selon vous, dans la continuité des changements opérés en 2021, qui esquissait déjà un mouvement de renationalisation avec l'introduction des plans stratégiques nationaux? Certaines évolutions vous paraissent-elles toutefois aller dans le bon sens? Sur quels aspects, enfin, les États membres et le Parlement européen devraient-ils, selon vous, faire évoluer la proposition de la Commission afin de répondre aux nombreux points de vigilance que vous avez identifiés? Votre analyse nous sera particulièrement utile en vue de la position que nous préparons sur le cadre financier pluriannuel 2028-2034. Il est clair que la PAC est au cœur de nos préoccupations. Nous en avons d'ailleurs débattu hier soir dans l'hémicycle au Sénat devant la ministre de l'Agriculture. C'est un sujet que nous avons également évoqué la semaine dernière en format triangle de Weimar avec nos collègues allemands et polonais, même si un consensus sur le sujet était à ce stade impossible. Notamment, je pense plus de la part des Allemands que des Polonais. Madame Ivanova, je vous cède la parole. J'ai compris que vous vous exprimeriez en français pour cette première partie et je vous en remercie. Puis ensuite, les questions seront posées et interprétées en anglais pour vous permettre d'avoir une précision dans les réponses. Je rappelle à tous que cette audition est captée et diffusée actuellement sur le site internet du Sénat. C'est à vous. Merci beaucoup. Un grand merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici à Paris dans une telle belle journée avec tellement de soleil, pas comme à Luxembourg. Et je vous remercie chaleureusement pour cette invitation. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, le 9 février de cette année, nous avons publié notre avis sur les propositions de la Commission relative à la future politique agricole commune et à l'organisation commune des marchés. Tous les 7 ans, nous évaluons les propositions de la Commission pour le prochain cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire le budget long terme européen. Et notre rôle n'est pas de nous prononcer sur l'opportunité politique des choix proposés, mais d'évaluer leur solidité financière, leur gouvernance et les risques potentiels pour le budget de l'Union. La réforme envisagée marque une évolution structurelle d'envergure, comme vous l'avez dit. Elle appelle donc une analyse attentive, notamment en ce qui concerne la gouvernance, la transparence et la prévisibilité pour les bénéficiaires, surtout pour eux. Quels sont les principaux changements proposés? Comme vous le savez, la PAC
fait partie du cadre du Fonds unique européen dans cette nouvelle proposition sur lequel nous avons publié un avis séparé. Hier, j'étais au Parlement européen avec mes collègues qui étaient les rapporteurs, mais quand même, il y avait beaucoup de questions sur la PAC et sur notre opinion. La proposition relative au Fonds européen fixe les règles en matière de financement, de gouvernance et de gestion de la PAC dans le cadre des plans nationaux et régionaux du partenariat. La Commission a également publié un règlement spécifique à la PAC concernant sa mise en œuvre que nous analysons dans le présent avis. Permettez-moi tout d'abord de vous donner quelques éléments de contexte. Ce nouveau Fonds unique européen regrouperait d'importants domaines d'action tels que l'agriculture, la cohésion, la sécurité, tout dans une même enveloppe financière avec des règles communes. La mise en œuvre des politiques relevant de ce fonds serait basée sur un plan unique par État membre. Pour la première fois depuis sa création de la PAC en 1962, la Commission propose de ne pas consacrer un fonds spécifique à l'agriculture. Pour la première fois, je tiens à souligner qu'il s'agit d'un changement substantiel dans le mode de financement de la politique agricole. Jusqu'à présent, la PAC constituait une politique autonome, comme nous savons très bien, dotée d'un budget distinct, reposant sur une structure à 2 piliers. Cette structure n'est plus maintenue dans la nouvelle proposition. Deuxième changement important, la flexibilité accordée aux États membres sera renforcée. Quant aux aspects positifs, il faut quand même être un peu positif de temps en temps. La proposition fournit aux États membres une boîte à outils commune d'intervention avec lesquels ils peuvent élaborer leur plan et ils disposent d'une certaine flexibilité aussi pour concevoir ces plans afin de répondre aux défis actuels. Ils sont confrontés pour adapter leurs plans aux besoins des agriculteurs et aux contraintes territoriales et régionales. Toutefois, cela crée également, nous pensons, un risque pour le caractère commun, comme vous l'avez dit, de la politique. Une divergence importante entre les États membres peut minimiser les effets positifs de l'alignement des dépenses de la PAC sur les priorités établies au niveau européen et entraîner potentiellement des distorsions de concurrence et des conditions de marché inégales. Pour atténuer ce risque, nous soulignons la nécessité de clarifier dans la législation la portée et les éléments du rôle de pilotage de la Commission. Cela est très, très important. Cela garantirait que les plans des États membres se concentrent sur les objectifs de la PAC d'une manière cohérente. Troisièmement, au sujet des aides directes aux agriculteurs, comme vous l'avez noté, la Commission rend obligatoire le principe du mécanisme de dégressivité et de la différenciation en visant un soutien plus ciblé des aides. Une nouvelle structure au niveau de gouvernance du Fonds unique européen des dépenses est aussi proposée, mais elle permet aux États membres de conserver leur organe actuel. Toutefois, la surveillance des dépenses peut créer quelques incertitudes, surtout au niveau de leur traçabilité, de notre point de vue de la comptabilité et de la transparence. Et ces changements ne sont pas simplement techniques. Ils redéfinissent la manière dont la PAC sera financée, sera suivie et aussi contrôlée. Un peu plus de risques liés à la gouvernance et à la mise en œuvre. Vous voyez sur ce diapositive 3. Dans notre avis, nous proposons vraiment une analyse équilibrée de la proposition de la Commission. En examinant les dispositions proposées, nous avons identifié ces risques que vous voyez ici, très, très importants. D'abord, l'architecture juridique proposée apparaît complexe, plus complexe qu'elle est maintenant. Les efforts de simplification risquent d'être compromis par le fait que les interventions de la PAC sont dispersées dans
plusieurs propositions législatives. Cela peut créer une certaine confusion pour les autorités nationales et aussi pour les bénéficiaires lorsqu'ils tentent de comprendre et de mettre en œuvre les dispositions réglementaires. Même pour nous, pour nos auditeurs, c'était un défi de trouver où et comment s'organiser. Le même cas pour le Parlement européen. J'étais là hier. Par conséquent, la suggestion de déplacer les articles pertinents de la PAC du règlement relatif au Fonds unique européen vers le règlement relatif à la PAC est la bienvenue et nous la considérons comme un pas dans la bonne direction. Nous pensons que d'autres dispositions pertinentes pour la PAC pourraient faire de même afin de garantir l'exhaustivité et la cohérence de la politique. Nous observons également un risque de fragmentation. Une flexibilité accrue peut conduire à des approches divergentes entre les États membres, rendant plus difficile la préservation du caractère véritablement commun de la politique. Par ailleurs, les détails et les conditions de financement ne sont pas encore pleinement clarifiés. Cela peut générer de l'incertitude pour les administrations et aussi pour les bénéficiaires. À ce stade, le montant global du financement de la PAC manque de clarté, étant donné que dans le cadre de la présente proposition, il ne peut être connu qu'après l'adoption des plans PNR. Il est donc difficile de comparer le financement entre le cadre financier actuel et le futur. On ne peut pas le faire, même si on veut. Notre message est très clair ici. Plus de flexibilité exige plus de clarté, plus de transparence et des mécanismes de contrôle renforcés. Maintenant, quelques risques pour la transparence et la prévisibilité. Nous attirons également l'attention sur les implications pour la planification budgétaire du point de vue de la gestion financière qui est absolument important et nécessaire. En première place, le processus d'approbation pourrait durer plus longtemps. Cela pourrait retarder le démarrage effectif des mesures. La clarté sur l'allocation des financements est très essentielle. Les agriculteurs ont besoin de prévisibilité pour investir et pour planifier. Nous soulignons aussi les défis liés au suivi des fonds européens. De notre point de vue, une structure budgétaire plus intégrée ne doit pas fragiliser la traçabilité des dépenses. La Commission a proposé de fonder certains paiements au titre de la PAC sur les fonctions des réalisations, comme on dit en anglais, les outputs, et ainsi que sur l'atteinte des jalons et des valeurs ciblées, les so-called milestones and targets en anglais. Mais les propositions ne précisent pas clairement quelles interventions sont concernées par quoi. En outre, nous avons clairement exprimé que la simplification ne devrait pas se faire au détriment de la responsabilité et le financement doit être traçable depuis les comptes de l'Union européenne jusqu'aux bénéficiaires finaux, tels que les agriculteurs, en particulier lorsque les paiements non liés aux coûts sont appliqués. Et cette prévisibilité est une condition clé pour la stabilité du secteur agricole. Toute réforme doit préserver cette sécurité. Il est important aussi de souligner, restant toujours un peu positif, que la réforme comporte également quelques opportunités. Le maintien de la nature des activités soutenues contribue à la stabilité du cadre d'action. Une approche plus adaptée aux spécificités nationales peut améliorer l'efficacité des interventions. Un accent accru sur la performance peut renforcer la valeur ajoutée européenne à condition que les indicateurs soient clairs, mesurables et comparables. L'enjeu est d'assurer que ces opportunités se concrétisent sans affaiblir la cohérence et la responsabilité financière. Enfin, permettez-moi de conclure, Monsieur le Président, par 3 messages essentiels. Premièrement, la réforme proposée représente une évolution structurelle majeure de la PAC qu'il faudrait accompagner tout en préservant ses caractéristiques communes.
Deuxièmement, il est important que la marge de manœuvre laissée aux États membres soit guidée par un pilotage très clair de la part de la Commission et de garanties solides en matière de gouvernance, de contrôle et de transparence. La prévisibilité pour les bénéficiaires et la protection du budget de l'Union doivent rester des priorités absolues. Et la Cour continuera à suivre le processus législatif et nous restons toujours à disposition pour alimenter le débat public. Je vous remercie maintenant pour votre attention. Je serai heureuse à répondre à vos questions. Pour être la plus précise possible, je vais le faire en anglais, comme vous l'avez dit. Mais merci pour l'invitation encore une fois. Merci beaucoup, Madame, de votre présentation qui ne fait globalement, même si vous avez tiré quelques éléments positifs et c'est heureux, qui ne fait que globalement confirmer ce que nous pensons, ce que nous évoquons en permanence, ce que nous avons évoqué tous les deux en préambule de cette réunion. Vous nous confirmez, là, au travers de votre exposé, qu'on va être dans une phase de renationalisation claire. Je disais assez vulgairement, mais avec un certain pragmatisme, que nous avions affaire à une PAC pour les États riches, en tout cas en capacité de financer les compléments qui seraient nécessaires. Il y a un enjeu fort aussi que nous avons évoqué avec la ministre hier, qui est celui de l'inflation naturelle qui s'est produite durant ces années et qui n'a pas été prise en compte non plus dans le budget de la PAC. Si on prend un T0 et qu'on parle à euro constant, on serait à 35 milliards de moins d'emblée. Donc moins d'argent, avec des compétences, vous l'avez dit, qui sont conservées, bien sûr, mais une architecture qui n'est pas claire. Et donc, qui crée de la méfiance. Et la méfiance, on sait que pour l'économie, c'est pas bon. Ce matin, au Salon de l'Agriculture, je le redis devant mes collègues, j'ai fait le tour avec le président Larcher. Tous les postes sur lesquels nous nous sommes arrêtés nous ont fait valoir cette incertitude et cette méfiance qui forcément les inquiète. Donc nous avons un devoir de signaler à la Commission, bien sûr, tous ces éléments, comme vous l'avez fait au travers de votre institution, mais nous demandons à être mieux entendus. Sur la PAC précédente, sur des dispositifs comme le Green Deal, nous avons alerté la Commission de ce qui se passerait quelques années après. Nous n'avions pas été écoutés à l'époque, et aujourd'hui, on voit que la situation est ce qu'elle est, et en tout cas, elle a été décrite au préalable par notre Assemblée. Non pas que nous soyons des devins, mais nous sommes des pragmatiques, et avec le travail qui est fourni, surtout sur le fond, nous arrivons à décrypter ces sujets. Donc voilà ce que je conclus en vous entendant. On est en phase, on est presque en miroir. Ce n'est pas un jeu de mots de le dire eu égard aux clauses miroirs, mais nous sommes en miroir de ce que vous nous exprimez là aujourd'hui dans votre exposé. Donc voilà ce que je souhaitais ajouter. Ça n'est pas verser des éléments dans la corbeille de la mariée, mais c'est simplement pour vous conforter, vous, dans votre rapport. Nous ne sommes pas des juges de votre rapport, mais nous disons, vous avez raison, et on a besoin de vos soutiens, et il faut continuer à alimenter la Commission. La crainte aussi, et vous l'avez exprimé, c'est le fait d'avoir supprimé cette structuration en deux piliers sur un budget affecté. Ça aussi, c'est une crainte. Parce que si j'ai dit que la PAC était aujourd'hui une PAC pour les États riches, je dis aussi qu'au travers de cette fusion avec les fonds de cohésion, le risque serait que encore des crédits de la PAC, puisque vous avez précisé que le prorata entre fonds de cohésion et agriculture n'était pas encore si clair que ça, les fonds de cohésion aillent aux pays les plus pauvres, ce qui n'est pas
anormal dans la structuration générale de l'Europe. Mais si c'est sur les fonds de cohésion propres, c'est bien. Si c'est pour reprendre sur l'agriculture pour financer la cohésion, on va avoir un problème. Voilà tous les éléments. Donc, et pour conclure sur une note qui n'est pas forcément de bonne humeur, mais c'est ce qu'a évoqué ce matin le président Larcher. Il dit la PAC sans P et sans C, on fait quoi de l'agriculture? On supprime la politique parce qu'on n'a plus de vision. On supprime le commun parce qu'on renationalise. Donc finalement, au milieu, le A d'agriculture, il est laissé à son bon vouloir et à son bien-être. J'ajoute à cela que ça n'est peut-être pas le moment de faire ça, alors que nous avons besoin d'une souveraineté alimentaire qui est décrite, qui est dans tous les discours à la fois des experts, mais aussi des grands politiques de cette Union européenne qui font valoir cette souveraineté alimentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. I cannot agree more with what you said. And it Je is suis absolument d'accord avec ce que amazing. vous venez de dire. C'est absolument fabuleux, ce dont nous venons juste de parler ensemble, vous et moi. Tout le monde est complètement uni sur la même page pour ce sujet. Effectivement, on trouve rarement une telle majorité. Hier, j'étais au Parlement européen. C'était une réunion conjointe avec les comités régionaux, notamment pour l'agriculture, avec peut-être 100 personnes dans la salle. Et je dois dire, de tous bords politiques, couvrant tout le spectre politique, représentant tous les membres, tous les États membres. Et là, une telle démarche et approche, unifier toutes les parties prenantes, c'est incroyable, je peux vous le dire. Et je reste modeste dans ce que je dis. C'est rare de voir une telle réaction, une telle unité qui est complètement alignée sur ce que vous venez de dire, sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'avenir de la PAC. Et la question principale concernant le budget, si je puis commencer avant les questions-réponses, car c'est d'ailleurs la question qu'on nous pose le plus fréquemment, c'est est-ce que c'est mieux ou moins bien? Plus d'argent, moins d'argent? Pouvez-vous nous dire, vous êtes la Cour des comptes, vous êtes indépendant? Eh bien, nous ne pouvons pas répondre à la question parce qu'on n'a pas de point de comparaison. Ce que l'on sait, c'est ce que vous savez, ce que vous avez vu grâce aux médias, les chiffres qui ont été jetés dans l'espace public, 293 milliards d'euros qui ont été vraiment déjà réservés, c'est le mot, réservé, c'est-à-dire l'appui financier aux agriculteurs et quelques mesures de développement rural. Et ensuite, il y a 10% de cible pour la ruralité, c'est le minimum, pour les montants non réservés, c'est-à-dire 48 milliards d'euros. Et ensuite, il y a une autre ligne dans le contexte des discussions pour le Mercosur, 45 milliards d'euros, mais il y a une notion de contingence, parce que là, ça vient avec la partie de la flexibilité pour les budgets non réservés du fonds. Et la bonne chose, d'ailleurs, si l'on peut voir une petite lumière au bout du tunnel, c'est que possiblement, nous pourrions utiliser ces lignes avant l'échéance, c'est-à-dire généralement avec le réexamen à mi-parcours. Maintenant, on nous dit on pourra l'utiliser à partir de 2028. Mais l'autre contingence, c'est à la discrétion et discussion des États membres. Alors, comment comparer cette contingence, c'est-à-dire ces chiffres incertains, à quelque chose qui était tellement clair et qui est tellement clair avec les deux piliers, avec des montants dédiés? Je ne peux pas répondre à la question et je crois que personne ne peut répondre à la question d'ailleurs, mais en tout cas, c'est exactement la question qu'il faut aborder, la question que vous soulevez d'ailleurs. Comment les agriculteurs peuvent travailler et prévoir s'ils ne savent pas les montants qu'ils vont recevoir? Donc vous voyez, je crois qu'il s'agit du risque le plus important que nous soulevons. D'ailleurs, dans nos messages, nous avons un encart avec les meilleurs messages, les plus importants. Le plus gros risque pour nous que nous mettons en exergue, c'est celui-ci justement. C'est le manque de clarté. Et tant et si bien qu'il y a plus de complexité et la nouvelle proposition grandit en complexité. Et même pour nous, à la Cour des comptes, on peut s'y perdre. Et voilà, maintenant j'attends avec impatience de recevoir vos questions. Comme on est peu nombreux, on va prendre question une par une. Donc on va commencer par Marta Tsidrack.
Merci. Merci, Président. Merci, Madame Ivanova, de vos propos. En réalité, le Président Rapin a déjà abordé, je dirais, le fond et l'essentiel de ce qui pourrait nous préoccuper aujourd'hui. Toutefois, je voudrais aller un tout petit peu peut-être plus loin, puisque peut-être faut-il rappeler aussi quels étaient les objectifs, quels sont les objectifs réels de la PAC, tels que nous l'avons toujours conçu, à savoir des revenus équitables pour l'ensemble de nos agriculteurs. Je crois que c'est un point très important dans la période actuelle. Il y a aussi le volet de la souveraineté en réalité et de la sécurité alimentaire de nos pays. Et puis, bien évidemment, il y a tout le volet environnemental. Donc, ce sont des objectifs qui sont importants. Vous avez aussi rappelé, Madame, que, évidemment, au regard de l'ampleur des modifications et de la flexibilité qui sera accordée aux États membres, cela pourrait mettre un petit peu en porte-à-faux une forme aussi de concurrence inégale entre différents États, tout en nous rassurant et en disant que, évidemment, la Commission européenne devra assumer le plus efficacement possible le pilotage et le suivi, en réalité, de cette nouvelle adaptation. Mais quid de quand même d'une possible distorsion de concurrence entre les agriculteurs européens, notamment si les exigences de contrôle varient d'un État à l'autre. C'est-à-dire comment être certain que justement les contrôles qui vont se mettre en place pourraient être équitables sur l'ensemble de nos pays. Et j'avais une deuxième question, si vous permettez. Dans votre récent avis de 05-2026, la Cour alerte sur le projet de fusion de la PAC au sein d'un fonds européen unique, regroupant également la politique de cohésion. Ne craignez-vous pas, Madame, qu'une telle intégration en réalité budgétaire n'efface la spécificité des enjeux agricoles et ne transforme la PAC, donc on revient toujours au même sujet, en une simple variable d'ajustement territorial au détriment en réalité de notre souveraineté alimentaire? Que pouvez-vous nous dire pour nous rassurer? Vous l'avez bien compris, je partage le sentiment du président Rapin sur le côté quand même saut dans le vide sur ces sujets éminemment importants. Yes, thank you for raising these Bien, merci. important Merci questions. d'avoir posé ces questions qui Now, sont what the très real importantes. objectives of the, Alors, quels sont les PAC objectifs are? réels de la PAC? We see that, as I mentioned in the beginning, part of the Comme je l'ai articles are dit, put in il y a une the fund partie opinion des where the articles governance, the, horizontal qui sont tels objectives où are dealt que with les there. objectifs horizontaux sont from what gérés we dans observe, cette more or partie-là. less, Ce que nous they avons are vu, preserved. c'est They're qu'il y a there une in paper, préservation de ces objectifs. but the Ils real sont fixés sur le papier, implementation mais of the la PAC mise en is œuvre de la in the PAC CAP regulation. est dans le You have règlement two de la PAC. Donc il y a regulations. deux One of them règlements. deals with the L'un funding, with the qui management, s'occupe du the financement, de horizontal la objectives, gestion, des and then objectifs the other one transverses ou deals horizontaux, with the et l'autre implementation and the traite concrete de la measures. mise en œuvre et des This mesures concrètes. flexibility Cette that we're flexibilité talking maintenant about, given to que the nous member avons states, abordée, will qui est be donnée aux decisive États membres, sera essentielle, into décisive, guaranteeing that these afin de objectives will be garantir le met. fait que ces Because objectifs soient atteints. much more discretion Car now is given to the member maintenant, les États It is membres not, ont used plus de to pouvoir do discrétionnaire. now. Ce n'est pas à utiliser, si je puis You dire, can have, immédiatement. of course, Mais en tout cas, the possibility to il vous address sera the possible different de couvrir, par exemple, et de particularities répondre of every aux region, the different needs of particularités de vos younger régions, farmers or less peut-être developed des regions. agriculteurs So that plus is the jeunes, good des part régions of moins the développées. Ça, flexibility, c'est that le you bon can aspect de la address, flexibilité. Dans ce areas cas-là, that vous you pourrez normally couvrir with des a zones uniform qu'autrement, policy avec is une more politique difficult to tackle. uniforme, But vous ne that pourriez pas brings the couvrir. risk that you Cependant, are le exactly risque est talking celui about, dont vous parlez, that if madame. you leave too C'est-à-dire, much si discretion, nous laissons you trop can de marge de end manœuvre, up de in a situation discrétion, that si I je puis will dire, give an de marge example. discrétionnaire, For si je puis dire. Je vais vous what donner un we exemple d'ailleurs. saw, Et what d'ailleurs, c'est happened ce que with nous the avons eco-schemes. vu avec We know les this was éco-programmes. a novelty Eco-schemes en anglais. introduced, C'est une and nouveauté given qui a été to introduite. the discretion of Et the member dans ce cas-là, states les États to membres ont la design main their haute. eco-schemes. Ils peuvent concevoir What we saw leurs is that they éco-programmes, came up with éco-schemes. 158 Bien, different avec designs 158 of conceptions eco-schemes, différentes which led to
Que faisons-nous? Cela amène à de nombreuses divergences et différences. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui arrive? Des inégalités. Pensons un petit peu. Prenons un autre exemple. 27 définitions différentes de ce qu'est un agriculteur actif. La France a une définition. Pour vous, un agriculteur actif, c'est une personne peut-être qui travaille sur l'exploitation, et cela va jusqu'à 65 ans, alors qu'en République tchèque, on nous dit non, l'âge est 70 ans, ou moins, ou plus. Et un autre pays, un autre État membre, trouvera un autre âge limite. Et dans ce cas-là, cela crée des règles différentes pour tous les acteurs. Dans ce cas-là, comment rééquilibrer cela? Comment avoir une péréquation? Et dans ce cas-là, quid de l'affectation de ces montants, entre guillemets, réservés? Un État membre va donner peut-être 30% d'appui, un autre 50% d'appui aux agriculteurs. Et cela peut amener à des distorsions sur le marché unique. Et c'est l'une des valeurs les plus chères de l'Union européenne, qui est la nôtre. Donc attention énormément avec la notion de la flexibilité. C'est pour ça que nous avons souligné le rôle de la Commission qui est ô combien important. Car jusqu'à ce jour, ces recommandations de la PAC fournies par la Commission n'ont pas vraiment assez de pouvoir. Et dans le cadre de la nouvelle proposition aujourd'hui, ceci a été renforcé. Mais je dois dire que nous ne savons pas exactement quelle est la base de décision de la Commission. C'est ce qui nous inquiète, c'est ce que nous avons souligné. Comment la Commission va-t-elle contrôler, vérifier ce qui se passe? Parce que dans ce cas-là, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre donnée aux États membres, mais comment nous assurer que tout cela fonctionne? Car si nous n'avons pas une base solide à partir de laquelle nous pouvons faire des recommandations, le périmètre, le champ d'application n'est pas très clair. Comment proposer ces recommandations? C'est là peut-être où le bas blesse. Et nous pensons qu'il serait bon de clarifier peut-être ce point dans le cadre du règlement. Maintenant, la deuxième question qui est importante aussi, c'est l'intégration de tous les fonds en impôts communs, si je puis dire. C'est la question qui nous a été posée au Parlement hier le plus fréquemment. Est-ce que cela peut mettre en danger la PAC et d'autres politiques qui existent? Parce que les groupes qui travaillent pour la cohésion s'inquiètent aussi de leur budget, de leurs fonds. Donc, en fait, c'est un peu comme un concours entre qui aura le plus gros budget et quelles sont les règles pour cette concurrence. Nous ne sommes pas un organe politique, nous n'avons pas à faire de déclaration d'ordre politique, mais en tout cas, nous avons dit et mis en exergue le risque lié à cette complexité, la complexité supérieure, qui obtient quoi et combien. Ceci n'est pas clair. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de procéder pour offrir une sécurité à plusieurs groupes. Car tout un chacun a le droit de proposer ses exigences, de produire sur l'exploitation agricole. Les régions ont leurs besoins également, ils ont besoin de fonds. Vous avez aussi la défense, vous avez un peu de tout. Donc, quelles sont les priorités, parfois en concurrence, comment les gérer alors que les montants en fonds sont limités? C'est l'un des risques qui est dans l'autre avis que mes collègues ont préparé. C'est-à-dire cette structure amène une complexité réelle, une difficulté pour pouvoir faire face à cette question, c'est-à-dire quelles sont les priorités en concurrence. Merci d'avoir posé ces questions, madame, très importantes. Et comme vous l'avez vu, je n'ai pas les réponses. C'est à la Commission de faire cela, de vous les donner. Mais en tout cas, je ne dirais pas que ce sont des recommandations, mais nous avons des messages clairs à offrir sur ce que nous pouvons améliorer et ce qui manque dans la proposition. Vous voyez vraiment la démonstration sur ce qu'on disait sur la clarté. Ce qu'on ne voudrait pas à l'issue, et ça avait été, je pense, une des remarques qu'avait fait Didier Marie à plusieurs reprises sur la flexibilité, c'est que la flexibilité ne devienne pas un vain mot. En fait, ce serait une réponse de la Commission à quelquefois les procès politiques qu'on peut lui faire d'être dur. Mais si flexibilité ne s'associe pas à clarté, on va vraiment avoir de très gros problèmes. Pascal Gruny.
Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame d'être ici avec nous. Alors, c'est vrai que après avoir lu votre rapport, finalement, c'est ce que nous on dit, c'est ce qui nous inquiète. On a fait des propositions, hein, nous, à la Commission déjà depuis quelques années sur la préparation de cette PAC. Et je dirais que là, on est dans une énorme inquiétude partagée par nos agriculteurs qui, en plus, aujourd'hui, ont des difficultés liées au changement climatique, à des baisses aussi des cours mondiaux. Le blé est à un prix très bas, en dessous du prix de revient, en fait, de nos fermes. Donc, ajouter aujourd'hui une PAC qui ne va plus assurer ce revenu, enfin, ce pourquoi finalement elle existait, justement pour compenser le fait qu'un agriculteur il ne vend pas son blé au prix qu'il décide, mais bien entendu sur les cours. Donc voilà, ce que vous nous dites, finalement, c'était notre crainte. Hein. Et puis là, finalement, on est en face. Donc, je ne sais pas du tout comment on pourra intervenir. Mais c'est un moment aussi où l'alimentation, la souveraineté alimentaire, telle qu'on le dit, souveraineté agricole, c'est aussi une arme. On a la guerre qui est à côté de chez nous et on sait très bien, en fait, que ça fait partie des armes. Donc, on a aussi cette crainte, en fait, de finalement, à un moment donné, où on nous dise c'est plutôt la défense plutôt que, par exemple, l'agriculture. Parce que souvent, ça fait partie de la variable d'ajustement, comme on l'a vu aussi pour finalement le Mercosur. C'est toujours l'agriculture, alors que c'est vraiment, vraiment une politique qui devrait avoir un soutien important. Moi j'ai une question, en fait, parce que le détricotage, comme nous ici on l'appelle en France, de la politique agricole commune, avec le C qui s'en va de plus en plus, qui devient presque invisible, on l'a déjà eu dans la précédente PAC, puisque c'était déjà renvoyé aux programmes nationaux, et on avait déjà cette concurrence qu'on appelle, nous, déloyale avec nos collègues, avec les États membres, ce qu'on n'avait pas auparavant, puisqu'avant on avait une politique agricole vraiment commune. Et ça fait partie des difficultés aujourd'hui, c'est que finalement la concurrence, elle démarre tout de suite à la frontière. Donc on ne voit pas du tout comment nos agriculteurs vont s'en sortir. Le président a parlé du Green Deal. Au moment où effectivement la Commission européenne, elle a décidé de verdir très fort. Vous savez, pour beaucoup d'agriculteurs, ils ont fait énormément d'efforts, des efforts depuis 20 ans. Ils sont prêts encore à en faire, à condition qu'ils puissent continuer à faire leur travail. Si on leur trouve des produits de substitution, des pratiques différentes, ils le feront. Et en fait, moi, j'avais dit à un moment donné au commissaire que en fait, c'était surtout trop vite, en fait. Verdir, oui, mais il faut prendre du temps. Alors, on voit qu'il y a eu des marches arrière. À quoi ça sert, ça aussi? Marche avant, marche arrière. Quelle perte de temps, perte de confiance. On a déjà perdu aussi des agriculteurs. Et vous savez, là, la crainte qu'on doit avoir sur les agriculteurs, c'est que demain, en fait, ils ne mettront plus rien dans les champs. Ils mettront peut-être un peu d'herbe, qu'ils vendront au méthaniseur, et puis ils feront une autre activité. Beaucoup d'agriculteurs en France ont une double activité. Est-ce que c'est ça qu'on veut demain? Mais c'est quand même ça. Moi, je suis allée au salon hier, tu vois, c'est ce qu'ils m'ont dit, en fait. Il y a des agriculteurs, ils vont arrêter les blés, ils vont peut-être arrêter les betteraves, etc. Et ils mettront rien dans les champs, rien du tout. Donc c'est ça vraiment notre inquiétude, parce que renvoyer sur le national, pourquoi pas? Sauf que nous, en France, vous avez dû suivre de loin un peu les épisodes budgétaires. La France, elle n'a plus les moyens, en fait, de soutenir cette politique. Mais demain, s'il n'y a pas non plus l'agriculture,
Ben, c'est l'industrie aussi, parce que l'industrie agroalimentaire, elle est aussi essentielle et importante en fait dans l'Union européenne. Donc c'est tout ça qui fait que on a là vraiment, je dirais, on est un peu au pied du mur et que cette nouvelle PAC, elle vient ajouter de l'inquiétude sur un fond. Alors hier, je suis intervenue, on avait un débat sur la politique agricole commune hier dans l'hémicycle du Sénat que j'ai appelé fond fourre-tout. Ça aussi, c'est grave. Donc de la clarté, parce qu'effectivement, quand on mélange tout dans une machine, après, on n'y retrouve plus son bien. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant beaucoup. Et si vous croisez mon ancienne collègue députée européen, Maria Gabrielle Nedelcheva, de lui transmettre mes amitiés et lui dire qu'elle me manque sincèrement parce que j'avais partagé beaucoup de temps avec elle. Merci. Mais elle est ici à Paris. Oui. Elle a commencé un nouveau job. Merci pour ces questions très, très importantes. How can we remedy... Alors, comment trouver une solution à cette situation? Que pouvons-nous faire? Étant donné tout ce dont vous venez de parler et ce que vous venez de décrire. Bien, notre message est court et clair. Ce dont nous avons besoin, c'est de clarté, de simplification et de prévisibilité. C'est ce qui nous manque dans cette proposition. On ne sait pas les montants à la clé. Nous ne savons pas non plus à quelle échéance. Contrairement à aujourd'hui, vous avez le règlement de la PAC, vous avez la décision de la Commission, tout est approuvé, et ensuite, les fonds sont dégagés. Maintenant, il y a un acteur supplémentaire, il y a le Conseil. Le Conseil doit déjà approuver par décision les plans nationaux et régionaux, et à partir de là, ils doivent être approuvés avant de pouvoir faire quoi que ce soit côté PAC. Ce qui veut dire que vous êtes maintenant dans un ensemble plus grand. Ce n'est pas simplement une politique unique avec un fonds dédié. Vous dépendez de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que cela peut ralentir la procédure et rendre les choses plus complexes. Ces trois choses que je répète, la clarté, la simplification et la prévisibilité sont les éléments clés. Il faut tirer les enseignements de tout cela. Qu'avons-nous fait par le passé? Vous savez, ce n'est pas difficile de regarder dans le rétroviseur, voir ce qui n'a pas fonctionné, les éco-schemes, les éco-programmes. Lorsque la conception, dès les balbutiements, est trop complexe, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il y aura plus d'erreurs, plus de difficultés pour les récipiendaires, les bénéficiaires, et pour comprendre. Si l'on apprenait de nos erreurs, ce serait plus simple. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Madame, vous nous avez dit, vous avez raison aussi, qu'il existe de nombreux facteurs qui ont des incidences sur les moyens de subsistance des agriculteurs et les processus de production et de vente, de commercialisation de produits. C'est géopolitique, c'est lié au climat, il y a le Mercosur, il y a plusieurs facteurs. Et c'est pour ça que la prévisibilité est si importante, vous savez. On n'a pas inclus les réponses pour le Mercosur dans l'avis, mais en tout cas, la prévisibilité, c'est à chaque fois important. Pourquoi? Pour pouvoir bien planifier. Bien. Vous nous avez parlé aussi du pacte vert, le Green Deal, merci beaucoup, parce qu'il s'agit d'une question très importante également. L'objectif de cet avis, ce n'est pas celui-ci, bien sûr, mais puisque nous abordons le Green Deal, le pacte vert, je me dois de vous dire que la Cour a produit des rapports spécifiques sur le sujet parce que c'était le sujet pendant de nombreuses années, les années écoulées. Et je ne dirais pas qu'il existe une synthèse officielle de tout cela, mais peut-être qu'en une phrase, je pourrais vous dire ce dont il s'agit. Eh bien, vous comprenez que la plupart des conclusions nous amènent à une chose, à savoir que nous n'avons pas atteint les cibles et les budgets n'ont pas été dépensés de façon économique ni efficace dans le cadre du pacte vert, le Green Deal. Et il y avait l'aspect de la conditionnalité pour le financement. Maintenant, ceci va être transformé et va devenir plutôt un système par incitation, avec le système de l'idée de la bonne gestion de la parcelle agricole, de l'exploitation agricole. C'est une bonne idée. Vous produisez maintenant très bien et on vous donne des mesures incitatives, des incitations sur une base volontaire. Bien. Si l'on regarde le sens de tout cela,
en utilisant notre bon jugement. Ça explique mieux le point de rencontre entre la demande et la fourniture de produits. Parce qu'avant, vous aviez l'offre et la demande, l'offre qui imposait des règlements, des cibles, des chiffres à atteindre. Mais du côté demande, il fallait qu'ils comprennent et qu'ils aient l'envie d'aller en ce sens-là. Et ça nous amène à la situation où nous sommes aujourd'hui. Parce que vraiment, quand je regarde les chiffres, les nombres, cela ne suffit pas pour que l'ensemble fonctionne. Maintenant, nous allons voir comment tout cela va fonctionner dans le cadre de la nouvelle proposition. Et nous accueillons justement cette démarche qui est plus basée de la part de la Commission sur les incitations. Cependant, attention, car si les cibles horizontales qui existent pour protéger l'environnement et le climat, attention à tout cela, parce que si la Commission joue bien son rôle, nous conservons les cibles. Mais attention, imaginez, si le pourcentage est très bas dans un État membre, ici les efforts sont très bas et un autre État membre a des efforts plus élevés, comment ces cibles vont-elles être atteintes? Comment pouvons-nous passer à la phase de mise en œuvre? Une fois de plus, le rôle de pilotage de la Commission. À chaque fois, nous en revenons à la même question, parce que tout quasiment est au bon vouloir des États membres, à la décision des États membres, même ces cibles liées à l'environnement et au climat. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est la fusion de ces programmes éco-schemes, parce qu'avant ça, ils étaient séparés. Maintenant, ces programmes sont dans un pot commun. L'objectif étant sans doute de simplifier les choses. Nous allons voir comment cela va fonctionner. Et avec les mesures d'incitation, 200 000 euros, ça pour toute la période programmatique, pour les exploitants, s'ils investissent dans des mesures écologiques et de protection de l'environnement. Ça, c'est nouveau, mais ça reste encore à voir. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Ivanova. Évidemment, j'ajoute simplement que Madame Blatrix-Contat est une des deux rapporteurs sur le cadre financier pluriannuel. Merci, Président. En effet, je crois qu'on partage ici toutes les mêmes inquiétudes. Avec Christine Lavarde, nous avons déjà fait une première communication sur le cadre financier pluriannuel et nous allons produire un rapport. Et c'est vrai que dans cette première communication, nous avions déjà dénoncé les risques des plans de partenariats nationaux et régionaux. On voit bien ici le risque très important de renationalisation de la PAC et finalement un risque de mise en concurrence entre PAC et cohésion, entre mise en concurrence avec cette renationalisation entre agriculture des différents pays et même à l'intérieur d'un pays en fonction des cibles entre activités, entre secteurs. Donc on est vraiment dans un système de mise en concurrence généralisée et de ce point de vue-là, est-ce que selon vous les règles de cofinancement accru, la nouvelle architecture prévoit un recours accru au cofinancement pour des mesures qui étaient jusqu'alors financées intégralement sur fonds européens. Est-ce que ces cofinancements ne risquent pas encore d'accroître des distorsions de concurrence au sein de l'Union ? Et puis, j'aurais également une autre question. Vous avez indiqué dans votre avis qu'il faudrait préciser les indicateurs permettant d'évaluer les dépenses et de déterminer des cibles standardisées communes à tous les pays. Donc, comment ces indicateurs pourraient-ils être mis en œuvre? Et de manière plus générale, ça pose la question du reporting. Donc, à votre avis, comment est-ce qu'il pourrait être mis en œuvre pour qu'on puisse avoir un retour des comparatifs et éventuellement voir les dysfonctionnements? Question technique très importante. Alors, j'ai trouvé la page. Là, il y a les chiffres liés à notre avis.
Là, vous voyez toutes les caractéristiques de l'intervention PAC telle que proposée et la pondération des allocations, ce qui est conservé, ce qui n'est pas conservé. En fait, sur la base de la structure existante, que voit-on? Il y a pour les interventions, il y a la partie dégressive pour l'appui, il y a la partie couplée, il y a notamment les paiements pour les petites exploitations agricoles qui recevront toujours 100% d'affectation des fonds. Pour le reste, maintenant, des montants qui sont réservés, il y a au moins 30% de toutes les contributions nationales qui vont être dans ce montant, dans cette ligne budgétaire, pour un certain nombre de mesures, et avec tous les détails des pourcentages sur cette page pour voir comment procéder. Mais une fois de plus, ce sont les États membres qui vont décider. Un État membre pourra, par exemple, décider d'appuyer à hauteur de 30%, un autre à hauteur de 50%. Donc, en théorie, oui, cela peut amener des distorsions. J'en conviens, parce que c'est à vous, les États membres, de décider, de voir quel est le pourcentage d'appui octroyé, par exemple, pour une région moins développée ou plus développée, et voir quel type de récolte vous soutenez ou les types de mesures que vous souhaitez soutenir. Donc, ce sont les États membres qui ont ce pouvoir décisionnaire. C'est à leur discrétion. Il y a un autre facteur qui a une incidence, c'est si ces interventions sont obligatoires ou volontaires. Comme je l'ai déjà dit, il n'y en a que 4 qui sont à 100%, que j'ai mentionné tout à l'heure, mais vous pouvez choisir de ne pas appuyer l'un de ces 4 éléments. Donc c'est à vous de choisir, c'est à vous de voir quelles sont vos priorités en tant qu'État membre. Donc tout ceci, bien sûr, peut amener à des divergences. Si l'on regarde l'ensemble du programme. Maintenant, en ce qui concerne le déclaratif, le reporting, comme vous le dites, ce qui est intéressant, ce sont les types d'interventions qui restent plus ou moins les mêmes. La bonne nouvelle aussi, c'est que les autorités nationales restent telles qu'elles sont. Donc, on a les agences de paiement qui sont responsables et elles vont continuer à être responsables, mais attention, il peut y avoir un niveau de complexité supplémentaire dans cette image générale, dans ce panorama général. Parce que si vous avez l'organe coordinateur qui doit coordonner les fonds entre, par exemple, l'environnement, les fonds pour la cohésion, etc., et que tout est dans un pot commun, dans ce cas-là, il faut un organe de coordination et cela peut rajouter un niveau de complexité. Ce n'est pas simplement une agence qui règle, qui paie, mais il y a un niveau supplémentaire. Et de même pour le côté de reportage ou de déclaratif. Une fois de plus, la complexité vient de la conception et du pouvoir donné aux États membres. On ne sait pas comment, par exemple, les États membres vont définir le critère d'éligibilité. C'est à eux de choisir. Pour l'instant, c'est dans le règlement, mais maintenant, c'est dans le règlement pour le fonds. Il s'agit d'un article, d'un alinéa, et c'est donc aux États membres de décider dans leurs plans de partenariats nationaux et régionaux de ces règles d'éligibilité. Donc, ces complications sont liées à la phase de conception. Et selon nous, sur la base de notre expérience, ceci pourrait amener à de nouvelles complications en aval. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, je peux vous dire que, bon an, mal an, notre rapport, c'est la légalité et la régularité des transactions. Et nous avons ce rapport et nous savons aujourd'hui, car nous l'avons vu, que nous ne pouvons pas faire confiance à 100% du système de contrôle des vérifications, le système de vérification et de contrôle. On ne peut pas avoir une confiance à 100%. Donc si l'ensemble est plus complexe, que va-t-il se passer? On n'est pas là à prévoir l'avenir, nous nous basons sur les faits, disais-je. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup plus de facteurs qui peuvent amener à une augmentation de la complexité. Donc voilà, nous verrons. Merci. Claude Kern. Merci, Président. Madame Ivanova. Pardon. Vous avez beaucoup insisté lors de votre intervention sur la nécessité de compenser la flexibilité qui est offerte par les plans nationaux par un renforcement de contrôle et du suivi des fonds alloués à la PAC. Quelles sont vos préconisations exactes en la matière et comment articuler cette recommandation avec la nécessité de réduire la charge? On sait que la charge qui pèse sur les agriculteurs et les administrateurs, charge administrative, est très importante. Alors, quelle recommandation pour réduire donc cette charge
pesant à la fois sur les États membres et sur les agriculteurs. Since this is an opinion and Là, il s'agit d'un avis, ce n'est pas un rapport spécial, hein. Donc, il n'y a pas de recommandation en particulier. Cependant, comme vous l'avez vu, nous accueillons un certain nombre de choses et parfois, au contraire, nous disons que telle ou telle chose n'était pas assez bien décrite. Le problème ici pour nous, c'est le rôle de pilotage de la Commission. Là, nous ne faisons pas une proposition de complications supplémentaires pour les bénéficiaires. Je l'ai vu moi-même. J'ai travaillé sur de nombreuses missions d'audit notamment, et ce dont ils se plaignent généralement, ce n'est pas obligatoirement les fonds, l'argent, mais plutôt la paperasserie, la réglementation, tous les papiers à remplir, et puis parfois ils sont tout simplement perdus. Donc nous ne faisons pas du tout cette recommandation augmenter la bureaucratie. Au contraire, ce qu'il faut, c'est la clarté, le rôle de la Commission en tant que pilote. C'est ça. Ce pilotage est renforcé dans la nouvelle proposition. Mais ce qui n'est pas clair dans le règlement, c'est sur quelle base, à partir de quoi la Commission va faire les recommandations, quels sont les éléments qu'ils suivront et quel sera le champ d'application, le périmètre. Je crois qu'il serait vraiment très bon d'éclairer, de clarifier ce point. Nous pourrions également améliorer un autre point. Vous savez qu'il y a un aspect interinstitutionnel entre les trois présidents de la Commission, du Parlement et de la présidence danoise. Il y a un transfert de certains articles du règlement du fonds qui sont passés maintenant au règlement de la PAC. Et ceci afin d'avoir une meilleure cohérence sur le fond, le sens de ces articles et de ces alinéas. Mais nous pourrions aller encore plus loin. Nous le disons dans notre avis, par exemple, nous disons que nous pourrions transférer les articles qui traitent des systèmes de contrôle sur la gestion, la bonne gestion des exploitations agricoles. Ça se base sur les mesures environnementales et du climat. Les systèmes de contrôle qui sont liés à cela pourraient être transférés dans le règlement de la PAC. Quelle en est la raison? Eh bien, vous savez, à l'heure actuelle, le rôle des agences de règlement, de paiement, c'est de vérifier si les exigences environnementales sont atteintes ou pas. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut avoir ça dans le règlement de la PAC. La bonne chose aussi qui pourrait se passer, c'est de transférer les articles qui ont trait à l'IACS, comme on dit, c'est-à-dire le système de contrôle automatisé. Ça fait ses preuves au cours des années. C'est un bon système de vérification. Les hectares, les têtes de bétail avec des outils numériques, avec des images satellitaires. C'est plutôt simple, assez clair. Cela nous a montré de façon claire, en fait, que les niveaux d'erreur sont assez bas. 2% d'erreur, en gros. Ça, c'est le seuil, parce que ces systèmes satellitaires fonctionnent bien. Donc, ce qui a vraiment trait à l'agriculture doit repasser au règlement de la PAC, de l'agriculture. Et le reste, ce sera la gouvernance, ce sera le financement, ce sera les principes horizontaux, et là, ça restera au niveau du fond. Mais à l'heure actuelle, justement, ça fait partie de cette complexité, car il y a tant et tant d'articles qui sont atomisés ici et là, que du point de vue pratique, il est extrêmement difficile de retrouver ces petits, même si vous avez beaucoup d'expérience et vous comprenez ces documents. Voilà notamment les éléments qu'il serait bon d'améliorer pour, une fois de plus, aller dans le sens de la simplification et pour réduire le niveau de complexité. Oui, Jean ? Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un peu complexe tout ceci. Moi, j'ai juste une question globale sur l'autonomie agroalimentaire en fait de l'Europe. Est-ce que la part de consommation autonome agricole représente une part très importante et permet une exportation de matières agricoles aussi vers l'étranger?
ou est-ce que l'importation de produits agricoles en Europe est plus importante que l'exportation? C'est-à-dire qu'il me semble utile que la PAC permette une autonomie totale alimentaire de l'Europe pour permettre aux agriculteurs de subvenir à la demande des consommateurs, et le surplus, tant mieux, pour financer d'autres politiques, serait vers l'exportation. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente aujourd'hui, l'impact agricole dans toute l'Europe? Est-ce que c'est suffisant, ou est-ce qu'il faut encore plus produire pour subvenir aux besoins européens pour l'agriculture? À nouveau, une question très importante. En fait, ce n'est pas traité dans le cadre de cet avis, donc je n'ai pas les chiffres et je n'ai pas de réponse à vous apporter. Mais en tout cas, la question, vous avez raison, très importante, parce que une fois de plus, nous revenons à l'essence même des choses, c'est-à-dire il faut avoir une PAC forte, commune, prévisible, simple, et une politique sûre qui offre des garanties aux agriculteurs pour avoir des revenus justes. C'est ce qui compte, ou équitable. Et votre question fait partie de cet ensemble. Mais en tout cas, cet avis, disais-je, n'a pour but que d'analyser l'aspect législatif article par article, avec peut-être certains messages pour aider au niveau européen, au niveau national comme vous, les législateurs à travailler. Mais en tout cas, en fin de compte, ce qui compte, c'est une PAC plus forte ou moins forte, meilleure ou moins bonne, et nous mettons en exergue simplement les risques principaux et nous essayons de dire pourquoi certaines choses pourraient être mises en danger et ce qui serait possible de faire en mieux ou peut-être en moins bien. Merci d'avoir posé la question. Bien, je ne vois pas d'autres questions, mais peut-être en poser une un peu plus technique sur le travail de la Cour en général, sur le CFP. Comment articulez-vous le travail, le vôtre, sur la PAC en particulier, avec, dans un registre plus général du cadre financier pluriannuel? Est-ce que, avec vos collègues, vous concentrez vos efforts sur plusieurs éléments en silo, ou est-ce que vous manipulez le CFP pour voir s'il sera crédible à l'issue du travail et de sa proposition? Merci beaucoup pour cette excellente question. Because in the beginning we had a Eh bien, vous savez, au début, worries and concerns like nous exprimions les mêmes craintes que le Parlement. Comment se partager le travail? Qui doit faire quoi? À quel endroit? Il y a tellement de choses qui sont à un endroit, mais qui peuvent être traitées également ailleurs. Je sais qu'au Parlement européen, notamment, ce qui est difficile, c'est de savoir quel comité sera responsable de quoi. Vous savez, à la Cour des comptes européenne, il y a plusieurs chambres. Ce n'est pas comme au Parlement. Cependant, il y a des compétences distribuées. Notre chambre, celle que je représente notamment, c'est une chambre qui s'occupe de l'agriculture, de l'environnement. Ensuite, la deuxième chambre, elle, s'occupe plus de la cohésion, de l'infrastructure, etc. Donc, cet avis sur le fond, ça a été géré par mes collègues de la deuxième chambre. Pour la PAC, c'était le travail de la chambre 1. En tout cas, pour nous, c'est un bel exercice parce que nous avons appris à travailler étroitement l'un avec l'autre. Vous voyez, ici, nous avons Vicente, responsable de cette tâche. Elle a travaillé avec les collègues des autres chambres étroitement parce que, comme je l'ai dit, il y a de nombreux articles ici concernant la gouvernance, le financement et la gestion qui sont dans leur champ de travail. Et il y a des interventions dans notre chambre, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une démarche collégiale. Nous avons beaucoup appris ce faisant et je dois dire qu'en fait, cela a bien marché. Nous avons fait une présentation commune. Hier, au Parlement, nous étions en train de faire cette présentation conjointement parce qu'à la moitié des questions, même si c'était l'avis du fond, sur le fond, je dois dire que la moitié des questions parlaient d'agriculture et des sujets liés à l'agriculture. Donc, c'est un travail conjoint. Et c'est à cause de la nature de la proposition elle-même. La nature de la proposition elle-même est telle qu'il y a des articles distribués, si je peux dire, un peu partout. Donc, c'est un effort conjoint, un effort conjoint. Nous avons 12 avis concernant les divers volets législatifs. Et en fin de compte, lorsque tout est public, le président fait une sorte de petite synthèse de tout ce qui existe et de nos travaux.
Très bien. Je vois là aussi que la clarté est difficile à afficher. Merci. Écoutez, merci beaucoup à vous. C'était très, très intéressant. Ça, je vous dis, ça confirme nos positions et on sait, on va être renforcé dans la défense qu'on va porter, et surtout pour nos rapporteurs sur le CFP, sur le cadre financier pluriannuel, car je sais que sur l'agriculture, elles avaient toutes les deux peut-être des incertitudes qui n'étaient pas encore venues. On s'est vraiment donné le temps de pouvoir travailler et de produire un document qui soit le plus efficace et le plus respectueux de la réalité. Merci à vous. Un grand merci pour l'intérêt. Nous sommes toujours disponibles à discuter avec vous. Un grand plaisir d'être là. Merci. Et merci pour la qualité de votre français, madame. Je dois l'améliorer quand même. Merci beaucoup. Merci.